La traque du meurtrier de Burning Man se poursuit. Les forces de l'ordre tentent de résoudre le mystère de l'homicide de cet homme survenu dans une région isolée du désert du Nevada, dans une ville temporaire qui a disparu à la fin du festival artistique. Le nouveau rapport sur l'arme du crime potentiel retrouvé sur les lieux est ce que la famille de la victime réclame désormais, dans l'espoir que cette affaire soit enfin résolue. Nous enquêtons sur l'affaire, présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. En apparence, il semble qu'il y ait de nombreux éléments qui jouent contre les forces de l'ordre dans cette enquête. Vous pensez à ce lieu rural du désert, apparemment disparu après ce festival artistique. Il n'y avait presque pas de réseau là-bas. En plus, comme sur les photos du Burning Man, tout le monde est déguisé. Une avancée est-elle possible dans cette affaire avec la découverte potentielle de l'arme du crime? Je vais parler d'un nouveau rapport qui vient tout juste de sortir dans un instant. Ce qu'un témoin potentiel a dit après que cet homme a été retrouvé dans une mare de sang lors de la dernière nuit du Burning Man. La victime est Vadim Kruglov, âgé de 37 ans. Il est originaire de Russie, mais il vivait dans l'État de Washington. Ses amis disent qu'il a aidé à réaliser une installation artistique au Burning Man. Une vidéo montre Vadim dessinant le campement, une installation pour le festival. L'un des amis de Vadim l'a qualifié de véritable héros du Burning Man, toujours prêt à aider les autres. Mais la police dit que Vadim a été tué dans la nuit du 30 août. Le shérif local a déclaré qu'il a été retrouvé dans une mare de sang et qu'il a fallu plusieurs jours pour l'identifier. Le journaliste d'Hollywood a interviewé une femme anonyme, présente à la fête où Vadim a disparu, qui a aidé à alerter les autorités. Elle a dit qu'en quittant Burning Man, ils ont vu une femme leur faire signe de s'arrêter. Citation. « Nous sommes partis et sur le chemin du retour, une femme nous a fait signe de nous arrêter. Nous avons baissé la vitre et elle était très calme. Elle nous a dit que quelqu'un dans sa tente était en train de se vider de son sang et pourrait être mort. Elle a rapporté que la femme avait expliqué qu'il n'avait pas vérifié le pouls de Vadim car elle ne voulait pas le toucher. Un ami a partagé une vidéo de l'équipe faisant la fête à Burning Man peu avant sa mort. Les gens tentent de localiser précisément où il était, car à Burning Man, il y a très peu de réseaux téléphoniques. Donc les photos, les images que vous voyez sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont allées à l'événement sont publiées après coup. Si vous n'êtes jamais allé à Burning Man ou n'en avez vu que des photos, cela fait beaucoup à assimiler. Et maintenant, imaginez essayer de résoudre un meurtre ici. Cela se passe à Black Rock City, Nevada. Situé au nord-ouest de l'État, à plus de 2 heures de Reno, on voit cette demi-lune en zoomant sur Google Maps. Chaque année, environ 80 000 personnes bâtissent cette ville campement temporaire autour de la fête du travail pour un festival artistique. Ce festival dure près de 9 jours jusqu'à la fête du travail. Et les gens se réunissent, ils portent des costumes, ils font la fête, ils célèbrent l'art et la culture et écoutent de la musique. Et le point culminant de l'événement est la crémation de l'homme qui est une installation artistique mise en feu. Voici une photo de cela prise lors d'un événement précédent. Le bureau du shérif du comté de Pershing, Nevada, a indiqué que le 30 août vers 21h14, alors que l'homme brûlait, des festivaliers ont alerté les adjoints du shérif après avoir trouvé Kruglov dans une mare de sang. Au moment de cet enregistrement, la cause du décès de Kruglov reste inconnue, mais la police affirme que son corps était, je cite, manifestement décédé. Les adjoints ont déclaré qu'ils avaient interrogé les personnes présentes dans la zone immédiate, qu'ils avaient recueilli des preuves et qu'ils avaient bloqué la partie de la ville du camp où Kruglov a été retrouvé. Les forces de l'ordre n'ont annoncé que mercredi soir que Kruglov était la victime. Le médecin légiste a dit qu'il l'avait identifié par ses empreintes digitales. Avant son identification, ses amis publiaient des photos de lui sur les réseaux sociaux en disant qu'ils l'avaient perdu de vue. TMZ rapporte que les blessures de Vadim étaient causées par un couteau et qu'une lame a été retrouvée près des lieux. Un téléphone portable aurait aussi été retrouvé près de son corps et est en cours d'examen, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines pour obtenir les résultats. J'ai contacté le shérif du comté de Pershing pour vérifier ces informations. Nous attendons une réponse. Kruglov était originaire de Russie, vivait dans l'État de Washington et avait aussi une ancienne adresse à New York. Son ami a partagé un message de son père en Russie. Voici un extrait. Il a ressenti de l'injustice. Profondément et s'est battu. Pour les quitter, toujours. Je crois qu'une situation similaire s'est produite ici.
Ce monde est souvent injuste, mais en tant qu'homme pacifique, je recherche la justice. Une cagnotte GoFundMe a déjà collecté des dizaines de milliers de dollars pour rapatrier les restes de Vadim dans sa ville sibérienne où vit sa famille. Retrouvez le docteur Nada Rutherford, médecin légiste du comté de Richland, Caroline du Sud, pour en discuter davantage. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime, Dr. Rutherford. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Quels seraient, selon vous, les obstacles auxquels un coroner du Nevada est confronté en ce moment, compte tenu de l'endroit où ce corps a été retrouvé et de l'état dans lequel il se trouvait? Il n'y a pas de témoins. Ils ont si peu d'informations avec lesquelles travailler. Il faut penser qu'il y a presque 80 000 personnes à ce festival. C'est arrivé pendant l'une des plus grandes soirées de tout le festival. Tout le monde est concentré sur le Burning Man et tout à coup, on retrouve ce corps dans une mare de sang. Même si les gens pensent avoir vu quelque chose, ils sont tous en train de quitter l'événement. Alors, comment rattraper toutes ces personnes qui sont des témoins potentiels? Les forces de l'ordre, le bureau du médecin légiste et les enquêteurs ont tant à faire sur les lieux. Il y a tellement de choses à gérer avec autant de personnes. Eh bien, je pense aussi que tout le monde porte des costumes. Par exemple, les photos de Burning Man apparaissent maintenant que l'événement est terminé et que le réseau y est limité. Les gens publient après, ce qui pourrait servir de preuve, mais tu ajoutes, c'est comme si un événement survenait pendant le Mardi Gras. C'est comme si tout le monde portait un masque. Alors, comment les reconnaître? Je veux dire, il semble y avoir beaucoup de problèmes. Quand la police parle d'une mare de sang près du corps de la victime, qu'est-ce que cela te dit sur son état? Alors, la première chose à laquelle je pense, c'est que des blessures à la tête ou à la poitrine vont provoquer cette mare de sang. Alors, où exactement se trouvait la blessure? Qu'est-ce qui est arrivé exactement à cette personne? Quand vous parlez d'une mare de sang, cela indique une grande quantité de sang autour du corps. Depuis combien de temps est-ce là? On sait que les blessures à la tête saignent très vite et peuvent entraîner ce type d'accumulation de sang. Et depuis combien de temps cela était-il là? Vous êtes à l'extérieur. Il y a tellement d'éléments différents dont il faut se préoccuper. Il y a tellement de gens qui passent dans la zone. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? Il y a tellement de choses à essayer de rassembler. Et puis, vous êtes dans un désert. Vous êtes ici dehors. La façon dont vous vous habillez à Burning Man n'est probablement pas la même que celle que vous avez à votre travail de 9 à 5. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelles autres choses cette personne avait-elle sur elle? Quels vêtements portait-il? Le portait-il spécialement pour l'événement? Quelles autres choses y avait-il en termes d'effets personnels? Qu'est-ce qui se trouvait près du corps? Qu'est-ce qui touchait le corps? Y avait-il quelque chose dans les poches? Quelles autres choses pourraient nous donner un indice maintenant que nous savons qui est cet homme? Quels autres éléments pourraient indiquer pourquoi quelqu'un voulait lui nuire? Et quand on pense aux conditions, et simplement au fait que vous êtes dans le nord-ouest du Nevada, c'est dans un désert. Il y a, vous savez, probablement même, je ne sais pas à quelle distance c'était du Burning Man, mais vous savez, c'est aussi dans l'air. Je veux dire, comment cela impacte-t-il le travail du coroner? Là où ce corps a été trouvé, je repense à toute la terre qui l'entourait. Est-ce que cela pose un défi lorsqu'il s'agit d'essayer de recueillir des indices sur un corps? Oui, c'est le cas. Et la raison pour laquelle cela pose autant de défis, c'est parce que non seulement vous examinez encore une fois le corps lui-même, mais aussi ce qui a été projeté sur le corps. Est-ce que quelqu'un a déplacé le corps? Est-ce que quelqu'un l'a retourné ou déplacé? La stagnation du sang, s'il avait des blessures internes, est-ce qu'en le déplaçant, tout le sang est sorti par sa bouche? Y avait-il un défaut visible présent? Nous avons déjà eu des cas où il n'y avait pas de sang sur la scène. Et dès qu'on retourne le corps, tout ce sang se met à couler parce qu'il se peut qu'il y ait eu une blessure à la poitrine qu'on ne voyait pas parce que la personne était penchée. Qui a vu ce corps? Qui a touché ce corps? Qui a manipulé et peut-être repositionné ce corps? Les changements de couleur et de rigidité post-mortem correspondent-ils à ce qu'ont observé les enquêteurs? Et quand vous... Je sais qu'on parle parfois d'overkill. On ne sait pas si c'est le cas ici, mais il a été identifié par ses empreintes. Son identité est restée inconnue quelques jours.
Comment, sachant qu'il a probablement été défiguré et identifié par empreinte digitale, cela s'inscrit-il dans la chronologie établie par les forces de l'ordre et s'ils trouvent un suspect, comment peuvent-ils reconstituer ce qui est arrivé à la victime et comment le meurtre a eu lieu? Encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait sur ou autour du corps? Donc, s'il n'avait pas un visage reconnaissable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été frappé à mort? A-t-il été frappé au visage au point qu'aucun trait du visage n'était reconnaissable? Nous savons que nous avons des logiciels de reconnaissance faciale. Nous l'utilisons tout le temps au bureau du coroner ici en Caroline du Sud, mais relever les empreintes digitales est aussi une option. Mais les empreintes digitales de quelqu'un peuvent ne pas être dans le système s'il n'a jamais eu à être pris en photo ou n'a jamais eu un emploi où cela était requis. Ces empreintes digitales étaient donc déjà dans le système. Je voudrais savoir leur origine. Il serait important de contacter sa famille ou de vérifier si quelqu'un aurait pu lui vouloir du mal. Est-ce qu'il a parlé à sa sœur, à sa mère ou à quelqu'un qui le connaissait et a dit « Hey, il y a ce type ici qui m'embête » ou quelque chose comme ça? Vous l'avez dit vous-même et plusieurs personnes l'ont également affirmé dans les médias à propos de cette affaire. Le réseau téléphonique n'est tout simplement pas disponible là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des informations que nous pouvons en tirer? Nous ne savons pas, mais l'identifier était une première étape cruciale. Essayons maintenant de reconstituer le puzzle. Autour du corps, y avait-il une pierre, un bâton ou une bouteille en verre? Qu'est-ce qui aurait pu être utilisé? Et encore une fois, vous êtes en plein désert. Avez-vous peut-être manqué des éléments lors de l'examen de la scène? Peut-être pensiez-vous que le bâton devait être là, mais personne ne l'a ramené. Ont-ils bien fouillé? Mais encore une fois, il va être très difficile de faire ce genre de fouille quand il y a autant de monde. Les forces de l'ordre, ils n'ont rien dit, nous avons demandé, mais ils n'ont pas précisé quelle était l'arme du crime, ni s'il s'agissait d'un coup de couteau. TMZ a rapporté qu'un couteau a été trouvé, mais on ignore s'il s'agit de l'arme du crime. Si vous trouvez cette lame près d'un corps, qu'est-ce que vous pouvez en prélever? Comment ça fonctionne? Parce que on sait, je veux dire, vous mettez, vous savez, les preuves en lien avec le corps, je comprends. Mais d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'une lame peut vous révéler pour déterminer si c'est l'arme du crime? Eh bien, vous voudriez voir s'il y a de l'ADN de la victime sur cette lame. Vous voudriez voir s'il y a du sang, des empreintes digitales, tout ce qui pourrait relier la victime à cette arme. C'est vraiment ce que vous recherchez. Vous cherchez simplement n'importe quel type de preuve qui pourrait relier ces deux éléments. Et ensuite, vous suivez cette piste. Se pourrait-il que ce soit son propre couteau qui soit sorti pendant une bagarre ou une altercation avec quelqu'un? Quelqu'un a-t-il tenté de le voler ou de lui prendre quelque chose, ce qui l'aurait poussé à sortir le couteau? Cela ne signifie pas forcément que c'est ce qui l'a tué, mais si tu peux relier ces deux choses, alors peut-être, juste peut-être, tu obtiens quelque chose que tu peux utiliser. Mais je n'envie pas les enquêteurs sur cette affaire, Chris. Celle-ci est vraiment difficile. C'est vrai, et je pense aussi, tu sais, on voit les films, et je sais que c'est un cliché de dire en interview que ce n'est pas comme dans les films, mais un coup de couteau comme ça, et tu sais que son visage ne soit plus là. Je ne sais pas s'il a été tué dans une tente, hors de vue, mais tu es clairement entouré de beaucoup de monde. Je veux dire, en réalité, est-ce qu'un coup de couteau peut vraiment être donné discrètement à l'abri des regards des gens? Les gens étant focalisés sur l'homme en feu, tu pourrais faire ça à quelqu'un sans être vu et t'en sortir. Absolument, Chris. Il me suffit de te poignarder entre les côtes pour atteindre ta cavité pleurale. Et maintenant, tu ne peux même plus crier. Donc, cela me suggère que quelqu'un avait des connaissances sur le corps humain, ou alors il a eu énormément de chance. Ouais. C'est juste que c'est tellement remarquable, tu sais, parce que maintenant tu te demandes, il n'y a pas, je veux dire, à quel point c'est courant dans les enquêtes. Ça paraît vraiment unique, où tu n'as pas, c'est comme à l'ancienne. Il n'y a pas de vidéo de surveillance. Personne n'avait, tu vois, les photos prises avec les téléphones portables commencent à sortir maintenant. On voit des gens les publier, prises à l'époque où ils étaient à Burning Man. C'est une ville qui n'existe même plus maintenant, parce qu'elle n'a existé que pendant un court moment. C'est comme dans Aladdin, quand tout disparaît soudainement. Je veux dire, parlons de ça. Par exemple, pour le village de Burning Man, cela poserait-il problème si tu voulais recueillir des preuves à partir d'éléments qui ne sont plus présents après coup? Non, ce n'est plus là. Et je suis sûre que les forces de l'ordre peuvent demander à ce que la scène soit préservée dans une certaine mesure, tu sais, l'endroit autour.
Qu'en est-il de ceux qui repartent et reprennent leur vie après ce festival de 9 jours? Ils sont prêts à rentrer chez eux, ils sont prêts à partir de là. Mais l'une des choses que je voudrais examiner, c'est quel type de système d'inscription ils ont. Je sais qu'on ne peut pas simplement venir. Il semble qu'il faille s'inscrire d'une certaine manière. Ont-ils un système LPR qui suit les plaques d'immatriculation des personnes qui entrent et sortent? Mais encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'une ou même de 10 voitures. Vous avez 80 000 personnes qui fuient massivement un endroit. Donc, essayer de contrôler cette scène va être extrêmement difficile. Ils peuvent seulement espérer sécuriser la zone où le corps a été trouvé. Mais comprenez bien, si j'avais commis ce crime, je pourrais quitter la scène, jeter l'arme du crime dans une autre tente, et peut-être que personne ne le remarquerait. Vous voyez? C'est ça. Et je pense aussi que au bureau du shérif, où c'est clairement l'événement le plus important qu'ils ont chaque année, ils couvrent déjà une très grande zone de façon régulière. Cependant, certains sont partis. 80 000 personnes se dispersent dans le monde. Comment obtenir les ressources pour enquêter et suivre une piste si quelqu'un vivait au Royaume-Uni, a quitté le pays et a commis l'acte? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vit en Californie ou ailleurs, peu importe où cela peut être. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'il s'agisse d'une force collaborative internationale qui aiderait à essayer de résoudre ce crime. D'où venait-il? Est-ce qu'il vivait aux États-Unis? Était-il citoyen? Était-ce quelqu'un qui voyageait à l'international pour venir à Burning Man? Je pense avoir vu des rapports disant qu'il tentait d'obtenir la citoyenneté aux États-Unis. Je n'en suis pas sûre, mais ses empreintes étaient enregistrées pour une raison. Donc, on sait qu'à un moment donné, il a été pris en photo ici, même s'il n'était pas citoyen américain. Mais pourquoi? Encore une fois, ces éléments pourraient n'a que nous mener à des réponses, mais je ne vois pas comment ils pourraient résoudre cela sans que quelqu'un se manifeste et dise « Eh, j'ai été témoin de ceci » ou « Eh, j'ai vu cela » ou « Eh, c'est peut-être un tout petit détail, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. » Nous avons vu des rapports faisant état d'hommes ou de femmes étranges, mais je me dis que c'est Burning Man. Il y a beaucoup de personnes étranges qui ne ressemblent pas forcément à des gens ordinaires qui sont là-bas dans le désert pendant ce festival. Donc, encore une fois, aucun détail n'est trop petit. Et j'encourage simplement le public à se lever et à dire quelque chose s'ils ont vu quelque chose. D'accord. C'est fou, je connais des gens qui vont à Burning Man et sur Instagram, ils paraissent totalement différents de leur vie habituelle dans la vente de logiciels. Même maintenant, on peut juste se fondre dans la société. Ça doit vraiment compliquer les choses. Je sais que les gens évoquent les 48 premières heures, mais on a déjà dépassé ce stade. Dans cette enquête, à mesure que les jours passent, à quel point sera-t-il difficile pour les forces de l'ordre d'enquêter activement sur cette affaire avant de simplement dire qu'ils attendent que des pistes arrivent? Écoutez, après les premières 48 heures dans une affaire normale, et quand je dis normale, je veux dire quand vous avez toutes vos ressources, que vous connaissez la zone, que vous avez des informateurs avec qui vous pouvez parler. Vous avez ici une situation où, même avec toutes les personnes qui étaient présentes, quelqu'un va devoir se manifester pour que la police puisse résoudre cette affaire. Cela rappelle l'époque où les crimes se résolvaient sans système de positionnement global, ni localisation de téléphone portable par antenne, ni triangulation pour savoir si deux personnes étaient dans la même zone au même moment. Ils devront compter sur le travail de police, mais en tant que médecin légiste, je vous dirai ceci. Qu'y avait-il dans ce corps? Je regarderai tout, du contenu de l'estomac à quels autres matériaux étaient présents sur ce corps. Cela pourrait nous donner des réponses. Y avait-il l'ADN de quelqu'un d'autre trouvé sur ce corps? Donc ces preuves matérielles deviennent encore plus importantes. Et si quelque chose ressort, si quelque chose s'avère positif, pouvons-nous retrouver cette personne pour pouvoir l'interroger et essayer d'obtenir une déclaration de sa part? Nous savons que dans un festival comme celui-là, tellement de gens dansent ensemble et ils peuvent partager de l'ADN d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la sueur ou simplement en se touchant, en passant simplement à côté de quelqu'un à cause du nombre de personnes présentes. Je pense qu'aucune piste n'est négligée dans cette affaire. Et s'ils ont la chance d'avoir d'autres ADN qui ressortent positifs, ils vont devoir suivre toutes ces pistes. Quand vous enquêtez en tant que coroner, je veux dire, comment examinez-vous chaque centimètre du corps de quelqu'un pour ce qui pourrait être une très petite quantité d'ADN?
Eh bien, d'abord, vous collaborez avec votre unité d'investigation de la scène de crime et vous examinez tous les deux ce corps centimètre par centimètre. Ainsi, aucun centimètre n'est laissé de côté et vous avez du soutien pour repasser derrière vous afin de vous assurer que vous ne manquez rien. Donc, des prélèvements sous les ongles, des écouvillons sur le corps, l'utilisation d'un éclairage spécial qui peut révéler différents types de fluides. Donc, recueillir ces vêtements, s'assurer de les protéger s'ils sont imbibés de sang, veiller à les faire sécher lentement dans une armoire de séchage afin de préserver toute preuve qui pourrait s'y trouver. Et parfois, c'est aussi fastidieux que de littéralement gratter des particules sur ces vêtements pour les recueillir en vue d'analyse ultérieure. Et une fois que vous avez fait cela et que vous pensez avoir quelque chose qui pourrait être, vous savez, un fragment d'ADN qui pourrait être utilisé, quel est ce processus ensuite? Combien de temps cela prend-il réellement pour déterminer si cela correspond à quelque chose que vous avez dans le système? Eh bien, premièrement, la télévision nous fait croire que l'ADN est quelque chose de super rapide et que les résultats arrivent vraiment, vraiment vite. Cela peut parfois prendre des semaines pour trouver quelque chose. Et même si vous avez de l'ADN qui s'avère positif, il se peut que vous n'ayez que 5% de chance que cette personne soit liée à quelqu'un d'autre. Vous savez, il se peut que vous n'obteniez pas un échantillon à 100% de quelqu'un. Vous pouvez avoir une lignée sanguine qui s'avère positive. Il est donc très important que le public comprenne que ce qu'il voit à la télévision dans le cadre d'une émission d'1 heure, ce n'est pas la réalité. Et même si nous voulons faire certaines de ces choses rapidement, certaines d'entre elles demandent du temps. Parfois, il faut les colorer avec certains produits chimiques pour pouvoir les examiner différemment au microscope. Alors, il faut bien comprendre que ce sera un processus lent et certainement pas assez rapide pour que la famille obtienne les réponses qu'elle souhaite. Mais cela va demander un vrai travail de détective à l'ancienne. Il va falloir une collaboration entre de nombreuses agences différentes pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Et enfin, ai-je oublié quelque chose? Je veux dire, en tant que coroner, vous avez toutes les connaissances sur l'endroit où des indices pourraient se trouver sur le corps. Qu'est-ce qui vous marque d'autre sur ce qu'il pourrait examiner pour résoudre cette affaire? Je vais vous dire, je n'ai pas toutes les réponses dans une affaire comme celle-ci. J'appellerai mes collègues coroners et je leur dirai « Hey, qu'est-ce que j'ai manqué d'autre? Que chercheriez-vous d'autre? » Parce que parfois, c'est vraiment facile de regarder une affaire d'un point de vue objectif quand on n'est pas sous pression, quand on n'est pas assis dans la cocotte minute et que toute cette pression n'est pas sur vous. Donc, en fait, j'appellerai d'autres experts et je leur demanderai quelles autres choses nous pourrions examiner ici. J'appellerai l'anthropologue médico-légal et je lui demanderai s'il y a autre chose que nous pourrions examiner. Faire des examens squelettiques. Quel type de dommage a réellement été causé au corps? S'agissait-il uniquement de lésions des tissus mous ou y avait-il aussi des atteintes du squelette? Faut-il retirer une partie des côtes, par exemple après un coup de couteau dans la cage thoracique? Faut-il retirer cette section des côtes pour analyse approfondie? Y a-t-il des particules dans cette blessure qui pourraient aider à trouver le meurtrier, à découvrir qui a pu faire ça? Oui, on dirait vraiment un mystère dans un lieu unique. Dr Nada Rutherford, médecin légiste du comté de Richland, Caroline du Sud, merci pour vos explications et votre temps sur Law and Crime. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Chris. C'était On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.